Bonjour à toutes et à tous et merci d'être ici. Moi je suis Mathieu Piccoli, je suis professeur associé à l'Université Sorbonne Nouvelle et j'ai eu l'honneur d'accompagner les étudiants tout au long de l'année pour le montage de ces journées d'études. J'espère que vous avez autant de plaisir que j'en ai eu à les entendre et suivre sur la réflexion, sur le questionnement. Dès le départ, il y avait ce lien assez fort au cœur de notre projet entre musée et cinéma. Donc c'est aussi une chance qu'on puisse vous proposer aujourd'hui une journée d'études et une projection au cinéma de Luxembourg à la suite de ces journées d'études. Je vous invite aussi à y aller. C'est d'abord eux et elles que je veux remercier pour tout ce travail, cet acharnement et puis l'investissement qu'ils ont mis dans la réalisation de cette journée. Un grand merci aussi à Fabien Wenger et François Mérès, qui sont les directeurs de ce master, donc nos musées et nouveaux médias. Et un grand merci évidemment au musée Jean Escalaire qui peut nous accueillir aujourd'hui, comme on vient de vous le présenter avec ce décor assez formidable. Et un grand merci aux intervenants et intervenantes qui font l'honneur d'être là aujourd'hui, mais qui ont aussi nourri un peu la réflexion des étudiants et des étudiants tout au long de l'année et qui vont vous nourrir aussi aujourd'hui votre esprit et votre curiosité. Donc un grand merci, et puis je laisse la parole à Victor Saint-Martin pour introduire la journée. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, merci vraiment beaucoup d'être là. C'est l'aboutissement d'un an de travail du coup auquel vous assistez là aujourd'hui. Moi pareil, je vais essayer d'être bref comme tout le monde. Mais quelques remerciements sont en ordre. Donc d'abord merci à Monsieur Pitkevich qui nous a accompagnés tout au long de l'année sur ce projet. Encore une fois merci à Monsieur Wenger et Monsieur Mérès qui sont les directeurs du master duquel on fait partie, donc Musée Nouveaux Médias à la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Merci au musée Jean-Jacques Henner, cette salle est incroyable et on est ravis de pouvoir que la journée d'études puisse s'y dérouler. Merci à l'ensemble des intervenants, je vais les présenter brièvement après pour que vous ayez un peu une idée de ce qui vous attend aujourd'hui. Merci aux partenaires qui nous ont soutenus. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont dans la salle, notamment l'ASCAD Beauvais, plus précisément au cinéma, Agnès Varda qui nous a aidés sur le tournage de notre petite bande-annonce, quelques prêts matériels. Si vous avez l'occasion d'aller faire un petit tour à Beauvais, un lieu qui justement mélange les arts visuels et le cinéma, donc c'est vraiment en plein dans notre thématique aujourd'hui. Et puis merci à toutes les personnes que je vous dis, mais auxquelles on pensera tout au long de la journée et qui vraiment ont permis à ce projet d'exister. Et bien sûr, merci à mes camarades qui ont permis également à ce projet d'exister et qui ont fait ce projet tout au long de l'année. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vous attend aujourd'hui? On a une première table ronde qui va commencer sous peu, donc sur les représentations des musées que le cinéma de fiction donne à voir. On a 3 personnes qui nous parlons de ce sujet. Donc la première c'est Eline Grignard qui est avec nous, donc, qui est docteur en études cinématographiques à l'Université Sorbonne Nouvelle et qui présentera les enjeux de la muséologie dans le film Through the Weeping Glass des frères Kay, qui est sorti en 2011. Monsieur Jean-Michel Rive, qui est auteur dramatique, metteur en scène, qui a été directeur du théâtre de Ronchamp de 2002 à 2022. Voilà. Et qui est notamment le réalisateur du film Muséo Muséba, duquel on aura l'occasion de parler. Et qui du coup donne un petit aperçu de ce que peut être le musée. Et également Monsieur Laurent Desmet, qui a été responsable de la photographie sur le film Chronique d'une liaison passagère, et qui nous présentera un petit peu la place des musées dans les choix éditoriaux et photographiques, et qui ont guidé du coup la création des décors et la narration du long-métrage sorti en 2022. Sur la deuxième table ronde, je vais vous présenter aussi précisément, de toute façon le programme est disponible. Je vous invite d'ailleurs à aller faire un petit tour sur notre page Instagram si vous avez l'occasion, nous taguer, voilà, tout ça, aimer notre contenu, on en serait ravis. Donc la deuxième table ronde parlera donc, des musées qui s'emparent du 7e art, donc le cinéma comme outil de valorisation et de communication. Donc comment les musées ont pris à corps leur représentation au cinéma et l'ont intégré dans leur médiation, dans leur parcours de visite, dans leur communication. Donc on aura Jeanne Hollande qui est responsable des tournages à Versailles, Monsieur Jacques Leroux qui est conférencier en histoire de l'art et fondateur de Tout en Parole, et Gwena Hérault qui est professeur des universités à Sciences Po en sociologie du travail des entreprises et des organisations, et qui nous parlera un petit peu aussi des retombées financières sur les petits musées au niveau des tournages, notamment avec le cas de la manufacture de sel. C'est ça, hein? Donc ensuite, la dernière table ronde qui clôturera la journée. Avant laquelle il y aura un petit point, un petit café, n'hésitez pas, tout est là, hein. Mettez-vous bien, comme on dit. Donc on parlera des enjeux d'inclusion et de participation des publics au cinéma. Donc avec Stéphanie But qui prendra la parole juste après moi pour aussi introduire la journée d'études, donc qui est docteur en histoire contemporaine à l'École des Chartes et co-directrice du prochain numéro de Culture et Musée, donc Muséologie et Cinéma, Perspective Contemporaine, qui est un écrit tout à fait important au fil de nos recherches
Quand on préparait la journée d'études, on a vu que cette publication arrivait et arrivait au bon moment pour nous. Et on est ravis de pouvoir valoriser le travail des chercheurs et chercheuses qui travaillent sur le sujet des regards croisés entre les musées et les cinémas. On aura aussi Nathalie Desmarais, qui est artiste vidéaste et plasticienne, qui arrivera un petit peu plus tard, qui nous parlera d'un atelier qu'elle a mené au MUSEM. Et enfin, Claudie Le Bissonnet, qui malheureusement ne pourra pas être présente aujourd'hui, mais on présentera son travail. Elle est directrice régionale du dispositif Passeurs d'images en Ile-de-France. Et elle nous parlera un petit peu de choses qu'elle a mises en place entre le musée et le cinéma. Il y aura l'intervention de la directrice des tournages de Versailles, Jeanne Hollande, qui sera en visio. Donc on vous invitera à ce moment-là sur la deuxième partie à être le plus calme possible, malheureusement. Elle est malade et donc elle intervient comme elle peut et on est déjà ravis qu'elle puisse venir. Je ne vous embête pas plus longtemps. Si vous avez le temps, allez voir le musée NR, c'est incroyable. Encore une fois, on est ravis qu'ils puissent nous accueillir. Et si vous avez la moindre question, on a tous des petits badges. N'hésitez pas à vous adresser à nous. Passez un très bon moment. Et merci encore d'être là. Bonjour, je vous remercie tous et toutes pour l'organisation de cette journée. J'étais vraiment très heureuse de pouvoir travailler avec vous au cours des derniers mois. On a pu échanger et de partager votre enthousiasme et votre curiosité. Quelques mots d'introduction, tout simplement pour recontextualiser et faire un petit état d'âme de comment sont les études sur la question cinéma et musée et cinéma, puisque en préparant ces quelques mots introductifs, je me suis rendu compte que finalement cet ordre des mots, musée, cinéma et musée, il impliquait aussi la manière dont on formulait il impactait la manière dont on formulait les questions, et je pense que c'est important de veiller, d'être vigilant à ce renversement de perspective quand on travaille sur une telle question. Donc en fait, le premier défi qui semble se poser quand on évoque ce sujet, et moi je l'ai mis sous point de vue d'une historienne qui travaille sur le culturel, en essayant de comprendre la muséalisation du cinéma, c'est un point de vue qui est quand même biaisé par ma formation. Ce premier défi, pour évoquer les relations cinéma-musée et vice-versa, c'est celui de la multidisciplinarité, voire de l'interdisciplinarité. Je pense que c'est le chantier d'une vie, mais en tout cas, c'est très important que des événements comme celui-ci puissent se tenir pour mettre les choses au travail et permettre les échanges et les discussions. Parce que appréhender cette question cinéma et musée et cinéma, c'est se donner en filigrane l'objectif de parler aussi bien des musées, du monde des musées que du monde du cinéma, qui sont deux extrêmement complexes, riches de pratiques spécifiques et qui sont mises en dialogue par ces rencontres de culture professionnelle. Et pour nous, en tant que scientifiques, en tant que chercheurs, l'idée c'est d'arriver à équilibrer la part d'expertise qu'on peut apporter à chacun de ces domaines. Une autre question méthodologique qui se pose sur ce sujet, c'est de savoir ce qu'on entend par cinéma et ce qu'on entend par musée. Parce que les périmètres et les chronologies qui se croisent vont être variables en fonction de ce qu'on va inclure dans son étude. Dans le cinéma, est-ce qu'on va entendre les films ou l'ensemble des pratiques qui sont liées à l'existence des films comme production sociale? Est-ce que si on parle des films, on va se limiter à un type particulier, comme c'est le cas aujourd'hui avec ce focus sur la fiction? Et est-ce que par musée, on va entendre plutôt des musées d'art ou un ensemble beaucoup plus vaste, où on verra peut-être plus tard les chronologies de mobilisation du cinéma sont différentes. En tout cas, c'est un ensemble de questions qui nous laissent prendre la mesure de toute la richesse et de la complexité qu'il y a autour de cet objet de recherche, de la rencontre du cinéma et du musée et du cinéma. Pour balayer très rapidement l'état de l'art de cette question, moi en tout cas j'identifie 4 grands axes de réflexion au cours desquels organiser les recherches qui ont été menées à ce jour. Et tous ne sont pas au même état d'avancement. Donc il y a tout un secteur qui se développe depuis les années 80 de littérature relative à la muséalisation du cinéma, à sa patrimonialisation, avec vraiment une multiplication des travaux à ce sujet depuis les années 2000. Et cet ensemble
regroupe tous les ouvrages sur l'histoire des cinémathèques, des musées du cinéma, ce qui est relatif donc à la conservation, à la restauration, à la mise en exposition des objets du patrimoine cinématographique, qu'ils soient finis ou non. Là où cet axe se rejoint les travaux d'aujourd'hui, c'est que tout ce processus de muséalisation va s'appliquer aux fictions cinématographiques, comme à d'autres objets physiques. On a un autre axe qui est apporté sur les films et la représentation des musées. C'est un axe qui est en forte extension depuis les années 2010 en France, notamment grâce aux travaux de Barbara Lemaître et Jennifer Verres. Et là, en grande majorité, ce sont des travaux qui viennent des études cinématographiques, même si depuis la fin des années 2010, on voit apparaître aussi des propositions sur ce thème faites par des musées comme Joël Lemaret ou François Mérès. Donc là aussi, on a des corpus de films qui sont à la fois documentaires, fiction, les limites ne sont pas hermétiques. Troisième axe, celui des musées comme espace des pratiques cinématographiques et de l'appropriation des pratiques cinématographiques par le musée. Et là, je pense que c'est celui qui reste à développer le plus, parce que c'est un axe qui traite à la fois de ce qui va être la production de films par le musée, de l'accueil des tournages, de leur programmation culturelle dans le cadre de l'agenda des musées. Ça, on a quelques travaux qui portent sur ce sujet, mais c'est vraiment un axe à développer. Et puis, un autre axe aussi qui s'est développé plutôt dans le cadre d'études esthétiques, c'est la question de la mise en exposition du cinéma et de sa mise au musée dans un espace d'exposition déambulatoire avec un dispositif tridimensionnel qui se rapproche plus d'une exposition traditionnelle, on va dire, va produire comme attaque au dispositif habituel, traditionnel du cinéma qui est plutôt frontal, assis dans une salle. Donc tout ça, c'est un ensemble de questions, je pense, qui vont être remises sur le métier aujourd'hui grâce à ces tables rondes. Et je vous en remercie parce que ça va être passionnant. Bienvenue à tous, merci Stéphanie pour cette introduction. Nous avons des invités pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet de cette journée d'études en débutant notre première partie. La problématique qui va nous occuper ce matin, c'est la suivante. Quelle représentation des musées de cinéma fiction donne-t-il à voir? Notre intention dans cette partie était de mêler les regards, à la fois un regard scientifique et universitaire, mais aussi le regard des professionnels de l'univers du cinéma. Nous avons donc nous intéresser aux différentes images des musées qui sont véhiculées par le cinéma à travers 3 films, 3 études de cas, parmi l'immense spectre des études de cas possibles sur ce vaste sujet. Nous allons nous concentrer donc sur 3 films en particulier. Pour chacun d'eux, nous avons invité une personne qui a même de partager son regard expert et singulier sur le film en question. Donc nous saluons d'abord Éline Géniard, post-doctorante qui travaille à la Fondation Patrimoine Vera et à l'Université Sorbonne Nouvelle, qui nous parlera du film du quartier. Ensuite, nous accueillerons le directeur de la photographie Laurent Desmet, avec qui j'échangerai sur une grande division passagère. Puis nous accueillerons le metteur en scène et réalisateur Jean-Michel Ville, avec qui je suis échangera sur son film Musée ne sait pas. Et enfin, nos trois intervenants se rassembleront sur la scène pour un moment de discussion commune autour d'une problématique et pour répondre par la suite à vos éventuelles questions. Voilà, donc j'accueille en premier lieu et donc il y a une présentation.
Alors, je voudrais d'abord remercier les organisateurs, les organisatrices, qui sont très nombreux et très organisés pour le coup, de cette journée, de m'avoir invité à y participer. Je vais vous parler en effet de ce film des frères Quaid, assez singulier à vrai dire. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le voir, je vous en montrerai quelques extraits. C'est un film qu'on ne voit pas forcément au cinéma, c'est un film qui a été plutôt conçu, j'en dirais un mot, pour une exposition, mais qui est tout de même un film en soi, qui dure une trentaine de minutes, et qui s'intitule Through the Weeping Glass, et je vous donne le titre en entier, qui est très long, On the Consolations of Life Everlasting, Limbos and After Breezes in the Mutter Museum, qui date donc de 2011. Alors, pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers du travail des frères Quaid, je vais en dire un petit mot. Steven et Timothy Quaid sont des frères jumeaux qui travaillent ensemble depuis le début de leur formation artistique. Ils ont commencé par étudier l'illustration et le design graphique au Philadelphia College of Art. Et en 1969, ils décident de quitter les États-Unis et de s'établir en Angleterre après avoir passé quelques temps aux Pays-Bas. C'est d'ailleurs à Amsterdam que le High Film Museum, que vous connaissez sans doute peut-être, leur a consacré une très belle rétrospective il y a quelques années. Alors, ils ont étudié au Royal College of Art de Londres les techniques de l'animation et ont commencé à tourner leur premier film à ce moment-là. Ils sont très influencés par les maîtres de l'animation polonaise comme Valerian Borowski ou Jan Lenica et aussi cet artiste assez connu désormais de la mouvance surréaliste tchèque Jan Švankmajer. Ils ont adapté des classiques de la littérature polonaise comme La Rue des Crocodiles de Kuno Schulz ou encore le roman de Robert Walser, Institut Benjamin. Alors, Through the Weeping Glass est un film que j'ai découvert il y a plusieurs années et à propos duquel j'avais déjà rédigé un article dans cette publication qui a été un peu mentionné par Stéphanie tout à l'heure du colloque Muséoscopie, fiction du cinéma, du musée au cinéma. Et dans ce film-là, il est bien question de muséalité en général et de collection en particulier, parce que je crois que les frères Quaid sont captivés au sens fort par ce geste très singulier quand on y réfléchit et sur lequel je reviendrai, qui est celui de collectionner. Et ce sont eux-mêmes des grands collectionneurs assidus et passionnés. Alors, ce n'est pas la première fois qu'ils s'intéressent aux collections des musées. Ils avaient réalisé un documentaire. Vous verrez que les frontières sont assez poreuses entre documentaire et fiction dans leurs films. Un documentaire sur la collection Sir Henry Bodcom, intitulé The Phantom Museum en 2003. Et vous remarquerez, je n'ai pas mis le titre en entier, mais c'est une sorte de constante dans leur filmographie. D'avoir des titres comme ça atteindre une forme d'appendice, on pourrait dire, comme si le processus même d'accumulation commençait ici, dans le titre, dans cette juxtaposition de termes assez mystérieux, en tout cas pour les personnes qui n'ont pas vu les images. Alors, ce film d'animation s'intéressait documentaire avec des effets d'animation, s'intéressait à la collection de ce riche entrepreneur de produits pharmaceutiques, donc Sir Henry Bodcom, qui avait fait fortune en commercialisant les médicaments sous forme de comprimés. Et cette collection de dizaines de milliers d'objets de curiosité médicale avait inspiré aux frères Quaid un film dont les rôles principaux, si l'on peut dire, peuvent être endossés par des objets tels que les chaises d'accouchement de la fin du XVIIIe siècle, un modèle anatomique d'une femme enceinte, des bras artificiels en cuir, ou encore cette ceinture de chasteté en acier décorée de petites fleurs humaines datant du XVIe siècle. Alors, comme le suggère un carton en amorce du film Through the Weeping Glass, le parcours assez sinueux dans les collections du Mutter Museum de Philadelphie, qui est un musée de collection médicale, s'inscrit davantage dans une forme libre, méditative, on pourrait dire, plutôt que celle d'un document d'archives ou à usage pédagogique, qui est un peu la commande qui leur a été facile. Ce film se présente comme un inventaire compulsif, mais non exhaustif, d'objets qui sont des objets trouvés, des orphelins, comme ils les appellent affectueusement, c'est-à-dire des squelettes gisants, des crânes dépolis, d'autres organes comme ça conservés dans le formol. Through the Weeping Glass n'en est pas moins d'objets
réalisé un film de commande financé par le College of Physicians of Philadelphia. Et il a été présenté conjointement à l'exposition qui s'est tenue en 2011 au Mutual Museum en collaboration avec la conservatrice associée au département des médias et des arts de la performance du MoMA à New York, Barbara London. Alors, les films des frères Quay hésitent constamment entre cette investigation documentaire des collections et des incursions fictionnelles, disons, et ils s'autorisent une grande liberté formelle en rompant avec, je dirais, les canons esthétiques d'un film documentaire à visée pédagogique, qui est la forme qu'on pourrait apprendre de ce type de document. Et même si l'objectif assumé du film réside dans la présentation des collections du Mutual Museum, les frères Quay n'obéissent pas au souci d'exhaustivité que requiert une certaine forme d'inventaire. Ils focalisent leur attention sur certains objets, en retracent l'histoire au moyen, on va le voir, de la fiction. Donc le film n'est pas seulement un espace d'exposition, pour reprendre cette formule de Barbara Lemaire que Jennifer Pérez dans leur préambule à la publication que vous dirigez, intitulée Le cinéma muséum, le cinéma d'après le musée, d'après le cinéma. Donc ce film produit une forme muséale tout à fait singulière, et dont je vous propose d'esquisser les contours. Alors les techniques d'animation de l'image qui sont utilisées par moments engagent, on va voir, des effets de décentrement de regard, de frémissement de la matière. Il s'agit vraiment de donner vie à la matière qui est inerte, de donner du mouvement à partir de l'image elle-même. En privilégiant souvent une approche, disons, synesthésique de l'image, en produisant une sorte d'éveil assez sensuel aux matières que suscite la vision du film, à travers les doigts qui glissent, qui effleurent les objets, les gros plans qui viennent déformer comme ça des effets de chaleur, et qui s'attachent à des détails. On verra aussi comment le montage est une étape assez décisive dans la méthodologie des frères Quay, devient un moment heuristique de mise au jour des objets de la collection par des procédés cinématographiques emprunts à leur propre vocabulaire, des effets de loupe grossissants, des effets sonores beaucoup, j'espère qu'on pourra les entendre dans la précision, un travail sur la focale qui joue sur les flous et sur l'indistinction des contours, et puis ces objets auréolés, nimbés, qui sont parfois agencés les uns aux autres pour produire presque des formes hybrides à l'image de ces corps, de ces objets qu'on voit à l'image et qui peuvent faire des illustrations des ouvrages médicaux. Et puis, donc, comme une sorte de motif à méandre, l'espace des sous-sols du Mutual Museum ne cesse de se recomposer à l'image et trace une sorte de géographie imaginaire instable du lieu. Et donc, le titre du film dévoile une sorte d'horizon d'attente qui est à la fois esthétique et programmatique. Et si l'expression weeping glass renvoie aux altérations de la matière, qui se trouve comme dépossédée de ses qualités originelles, c'est-à-dire la brillance, la transparence du verre, c'est aussi un parallèle qui se tisse entre ces larmes, weeping glass, qui infusent les contours, et celles que décrivait Jean-Louis Letras en parlant de la vie des fantômes, que je cite. Les larmes voilent la vue quand notre regard de spectateur s'identifie à celui du personnage. Il n'y a plus rien à voir sinon le voile sur l'écran, le monde englué, les figures et les objets brouillés. Pleurer fait des même plus disparaître les couleurs à l'image des fantômes pâles et exsangues. Donc il semble que finalement le film des frères Quay n'est pas une enquête, je dirais, menée à la loupe, qui dilate l'image, qui grossit les détails, qui décuple l'acuité visuelle, mais tout est flou, embrouillé, vision un peu ternie, qui hésite, on le verra, entre la couleur, le noir et blanc, les teintes sépia, qui laisse donc ces traces visuelles comme autant de fantômes au visage pâle, de figures écorchées, d'instruments ou mécanismes mystérieux qu'on retrouve dans ces sous-sols du musée. Alors je vais vous montrer ce premier extrait qui dure 2 minutes. J'espère qu'on voit, le noir n'est pas tout à fait noir, mais j'espère que vous y verrez assez. Je commenterai juste après. The Mutual Museum, those
one of the most unusual medical specimens in the world. A vibrant dysplasia ossificans progressiva skeleton belonging to Harry Raymond Eastland. Harry's sister, Helen, regularly came to the museum to visit him. This extremely rare and incurable disease turns the soft connective tissue, including muscle, to bone. Bone develops across the joints of the body, restricting movement and eventually developing a second skeleton, immobilizing the body in bone. There is no known cure or treatment for this disease. Voilà, un premier extrait, bon, le son n'est pas tout à fait audible, mais de toute façon c'est parce que c'est le chuchotement. Et donc ce qu'on voit à partir de ces opérations fondamentales qui engagent tout projet muséal, c'est-à-dire conserver, exposer, transmettre, ce film interroge le projet muséal à partir d'un vocabulaire très spécifique qui est emprunté à la fiction de cinéma. Et dans ce premier extrait, on condense finalement toute l'orientation esthétique du film. On voit bien qu'ils ne choisissent jamais un genre, le film n'est jamais prisonnier d'une seule forme, et explore plusieurs trajectoires. Et la méthode engagée opère sans cesse des glissements de terrain. Le film évacue très vite ce cahier des charges du film de commande, un film qui devait présenter les collections, un film documentaire. Et à travers ce premier objet qui est sélectionné par la collection du musée, il s'agit du squelette de Harry Eastland, qui doit sa célébrité assez funeste à la formule latine non pas bénigne, fibrodysplasia ossificans progressiva. C'est une maladie orpheline qui se caractérise par une ossification progressive des muscles squelettiques et des tendons qui les rattachent aux os. Et donc c'est une maladie qu'on appelle la maladie de l'homme de pierre. Et ce sont les seuls, disons, éléments factuels auxquels se réduit le commentaire avant de prendre un virage assez inattendu et de déployer cet horizon d'attente nouveau qui est celui de la fiction. Alors nous devenons des spectateurs de fiction immergés dans un régime fictionnel qui devient plutôt le site d'une expérience sensible. Et c'est pas tout à fait anodin que le commentaire revienne à l'acteur britannique Derek Jacobi, shakespearien. Et on voit dans cet extrait que les images sont ralenties. On a un personnage féminin qui est la sœur de ce protagoniste qui s'appelle Helen, qui s'approche du squelette. Le cadre de l'image n'est pas tout à fait détouré. Le noir mange les bords de l'image. Le visage se reflète sur la surface du crâne et on entend, comme ça plusieurs fois répété, à la fin, je pouvais seulement remuer les lèvres, répété à plusieurs reprises par ce personnage. Donc on apprend qu'elle se rend régulièrement au musée pour visiter, c'est le mot employé, qui renvoie à la fois au substantif rendre une visite à quelqu'un, mais aussi au verbe visiter une exposition. Donc Hélène se heurte à la vitre, cette vitrine qui est le mode de présentation des objets au musée, et qui prend d'un coup une valeur assez terrifiante. Parce que c'est vrai que l'histoire muséale est une histoire de la séparation, de la distinction, de la sélection.
Cette histoire est d'ailleurs contemporaine de l'invention de la guillotine, celle qu'on appelle la veuve. Faire tomber les têtes, oublier les visages. Donc c'est une histoire de la séparation et partant de la décapitation, le système qui impose une frontière matérielle, la vitre, qui empêche qu'on puisse toucher les objets entre différentes temporalités, qui induit aussi une forme de désaffection, d'indifférence, d'insensibilité. Alors, avant de filmer les collections et le lieu en lui-même, les frères Coué se sont littéralement plongés dans la collection du musée, les réserves, et en particulier la librairie du musée. Et dans ces journées d'immersion, ils ont sélectionné ces quelques objets livres qui sont fascinés, en particulier par ces livres anatomiques datant du XVIIe siècle, qui sont comme des livres pop-up. Vous savez, ces livres qui font surgir comme ça des constructions en relief quand on tourne les pages. Et les frères Coué ont concentré leur attention, semble-t-il, sur les espaces de stockage, les réserves du musée, en essayant de mettre au jour ces objets qu'on ne montre pas ordinairement, qui sont colonisés. Donc je vais vous montrer un deuxième extrait qui se passe précisément dans les réserves. Cette séquence-là, dans les sous-sols des réserves du musée, est
donc avec un carton à caractère vraiment informatique et actif qui nous renseigne sur l'état des collections de la bibliothèque et du musée. Et à nouveau, le film bifurque, si l'on veut, et la caméra, on l'a vu, acquiert une sorte d'autonomie. Elle zigzague, une sorte de travelling sinueux en rasant le sol comme une sorte de tête chercheuse. Et les images alternent avec des bribes de dessins anatomiques. On entrevoit d'abord vaguement et ensuite on a cette séquence un peu plus autonome avec les techniques d'animation qu'on connaît. Et puis vous avez ce passage dans les couloirs, qu'on voit ici, de cette bibliothèque. Et c'est vrai que ça a souvent été soulevé que les couloirs des bibliothèques ont presque toujours un caractère presque fantastique par le jeu des perspectives, le traitement de la lumière. Voilà, ce couloir condense d'une certaine façon les virtualités narratives qui sont à l'œuvre dans cette séquence et qui renouent d'une certaine façon avec leur première perception originelle du lieu qu'il avait visité, c'était encore adolescent au moment où il habitait en Philadelphie, et qui renoue en fait avec une première perception assez fantastique, mystérieuse, un endroit un peu hors du temps, presque décati, dont il voulait rendre compte dans ce film. Et puis je finirai sur cette question du whipping glass, du verre dépoli, qui donne un peu son titre au film, parce qu'en cherchant sur le site du Victoria and Albert Museum de Londres, je suis tombée sur un guide qui explique les tenants et aboutissants de la conservation du verre. Et il se trouve que si le taux d'humidité est trop élevé, le verre aura une apparence terne, comme un peu dépoli. Et si le taux d'humidité est trop bas, on verra des sels qui vont se former à la surface du verre et qui laissera apparaître des taches avec une apparence un peu brunneuse ou troublée. Et voilà, ça peut entraîner des moisissures, des gouttelettes liquides qui vont se cristalliser. Et c'est un phénomène précisément qu'on appelle le whipping glass, le verre qui pleure. J'ai déjà parlé de cette affection qui était au centre de la procédure de filmage des frères Coué, et il me semble finalement que le whipping glass condense cette double orientation, à la fois donner à voir un état des choses comme un constat d'état de ces objets délaissés, oubliés, remisés. Là, on a présenté deux aspects, mais voilà, le film fait comme ça une sorte d'inventaire des objets qui les ont plus marqués. Donc voilà, voir à travers un morceau de verre dépoli, usé, déformant, c'est tout le contraire de la loupe qui viendrait présenter une vision nette, décuplée. C'est au contraire voir flou, englué à travers un verre dépoli et qui renvoie à la citation de Lecrac que j'ai mentionnée. Donc c'est voilà, on voit ces objets à travers un regard personnel, subjectif, affecté, brouillé, avec les larmes aux yeux, on pourrait dire, et qui nous rendent les contours de ces objets diffus, qui diluent aussi les couleurs. C'est aussi cette manière de changer les teintes du film entre sépia, noir et blanc, couleur, qu'on retrouve tout au long du film. Alors, pour conclure et aller vite, on trouve différentes procédures qui interrogent le projet muséal dans ses fonctions essentielles et régaliennes, on dirait, conserver, exposer, transmettre. Et ce sont les formes filmiques elles-mêmes qui prennent en charge ce projet muséal dans le film des frères Coué, à travers les mouvements de caméra, les jeux de lumière en jouant sur les questions d'obscurité, les techniques d'animation image par image, le mélange des couleurs, l'utilisation répétée du flou et du gros plan, mais aussi tous les effets sonores. Donc, flou de whipping glass est aussi une manière de favoriser, je le disais, ce regard affecté, emphatique et empathique d'une certaine manière, et qui défait une espèce de hiérarchie entre l'animé et l'inanimé qu'on retrouve dans ce film à travers les différents objets présentés. Voilà, je vais conclure là-dessus. Merci.
l'histoire d'une mère célibataire incarnée par Sandra Kiberin et d'un homme marié, joué par Vincent Mattei, qui décide de devenir amant et d'un commun accord, il décide de faire des relations amicales, des relations assez simples, des complémentaires heureux, mais par une équipe, j'ai l'impression que c'est plus compliqué que ça. Et dans ce film, les éléments en particulier qui nous intéressent sont donc les deux scènes qui se déroulent dans un musée. Et donc je propose qu'on en regarde des petits détails. C'est du mensonge, ça. C'est de la propagande nihiliste. La passion, ça n'a rien à voir avec l'amour. On peut aller ailleurs, hein, si tu veux. Bon, allez, j'habite à Déjeuner. Non, mais à vrai dire... Parfois, j'avais pensé à un moment, t'invitais à aller au cinéma, mais je me suis dit qu'il valait mieux pas, que c'était une très mauvaise idée. En fait, je l'ai fait une fois, il y a très longtemps, avant de rencontrer ma femme, avec une fille qui me plaisait bien, à l'époque. Et ça s'est très très bien passé. Enfin, j'imagine qu'elle a cru que j'avais essayé de l'embrasser pendant le film, alors que pas du tout, hein, pas du tout là où j'ai envie d'embrasser quelqu'un. Après, peut-être oui, mais pendant non. Et donc, elle a mal pris, elle s'est vexée, elle a cru que je ne m'intéressais pas à elle, et puis du coup, elle ne m'a plus jamais rappelé. Écoute, comment ça dire, je vais pas pouvoir aller au ciné avec toi, ni même au resto. En fait, je dois y aller. Voilà, c'était le premier essai qui a été tourné au musée de la Moderne. Et ensuite, il y a également des scènes qui ont été tournées dans le Petit Palais, on va aussi en regarder quelques-unes. Bonjour. Vous seriez monsieur Madame Bianca? Oui. Excusez-moi du petit retard. Non, mais non, mais il n'y a pas de souci, on est arrivé il n'y a pas longtemps. Je suis Louise. Et moi, Bob. Et moi, Kelly. Non, excusez-moi, je suis désolée, c'est parce qu'on avait décidé de ne pas garder nos vrais prénoms. Mais je trouve ça tellement ridicule. Moi, je suis Charlotte. Et moi aussi. On doit vous avouer que c'est la première fois qu'on utilise ce site et on ne sait pas du tout comment faire. À mon tour de professer, c'est une grande première pour moi aussi. J'ai failli venir et je vous entends à peine tellement j'ai le cœur qui bat fort. Moi non plus, je ne sais pas quels sont les usages. Je sais rien, mais rien de rien. Et je pensais que vous sauriez. Mais... j'ai pris des billets pour le musée, comme on y est. On n'est pas obligé, hein. Ah bah si, comme ça on peut faire un peu connaissance. Ah oui, c'est très bien de faire connaissance. Nous concernant, on n'est pas pressé, on a tout notre temps. Moi, ça me va aussi. Merci. Je travaille pas aujourd'hui, j'ai du temps. C'est pas parce qu'on passe par Internet qu'il faut les quitter. Mais disons qu'on avait envie de découvrir. Non, on n'a jamais pratiqué ça, donc c'est pas une obsession, hein, c'est juste de la curiosité. C'est une sorte de petite fantaisie, voilà, qu'on avait envie de s'offrir, je pense. C'est ça, non? Oui, c'est juste pour voir, juste pour essayer de voir. Voilà, comme on aurait envie d'ouvrir un livre qu'on n'a jamais ouvert. Partir en voyage dans un pays. Un pays un peu exotique. On a aussi beaucoup aimé votre photo. Surtout ce que vous aviez écrit. C'était simple et doux, pas comme les autres profils. Non, on était sur le phare d'abandonné avant de tomber sur vous. J'ai bien aimé votre profil aussi.
vous disiez que vous aimiez autant parler que faire l'amour. C'est rassurant. Voilà, je précise que la transition au niveau de notre école, je suis pas présente dans le livre, donc on va écouter les extraits. Je vais commencer par la première question. C'est très simple, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous avez choisi le musée d'art moderne et pas la particulier pour tourner Alors, pourquoi on a choisi ces musées? En fait, ce sont des musées de l'île de Paris, et il se trouve que les musées de Paris sont plutôt bon marché par rapport aux musées privés. Donc il y a déjà un problème, une dimension financière qui est très forte dans le choix des musées. Après, il faut dire c'est que les scénarios d'Emmanuel Mouret sont très écrits. Il y a peu de désignations d'endroits, genre intérieur, extérieur, nuit, jour. C'est au fur et à mesure du travail préparatoire où tout cela se fixe un peu. Donc, les musées, Emmanuel Mouret va souvent au musée, il va dans le musée, donc c'est un endroit où on va souvent pour discuter de choses et d'autres. Et donc, le musée est une prolongation logique pour lui de mettre ça dans ses films. Après, au fur et à mesure de la préparation de ce film-là précisément, au début on avait 3 scènes de musée. Il y en a un que finalement on a transposé ailleurs, parce qu'en fait c'était plus simple pour nous, et il y en a déjà 2 qui sont quand même déjà assez longues. Donc le premier musée de l'île d'art moderne, c'était notre premier jour de tournage, et là on l'avait repéré bien en amont, et ce qui nous simplifiait le travail, c'était, en fait c'est une verrière un peu comme ici, et donc on pouvait investir le lieu en étant assez chiche en équipement en fait. Ça c'était important de ne pas trop être invasif et du coup aussi de pouvoir aller vite et de faire plein de petites scènes. Parce que dès qu'on commence à éclairer, c'est beaucoup plus long. Et donc on a eu la chance au musée d'art moderne, on a eu moins de chance au Petit Palais, dans le sens où quand on arrivait il faisait beau, mais au fur et à mesure de la journée, le temps s'est dégradé et à la fin il Et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé finalement, dans l'extrait que vous avez vu, finalement on est assez serré sur un tableau, parce qu'en fait c'est à peu près tout ce qu'on peut éclairer avec les moyens qu'on avait. Donc il ne faut pas trop interpréter le sens qu'on voit l'image. Dans les 2 cas, en fait, ça a été aussi une question d'argent, c'est un problème d'ayant droit. Donc, on a choisi des tableaux dans le domaine public. Donc, dans l'extrait qu'on a vu du musée d'art moderne, donc au début, il y a la fée électricité qui n'est pas dans le domaine public, donc la production a un pays, mais je pense que ça s'est joué à peu de choses en fait, donc on pouvait se le permettre. Après, il y avait ça avec les 2 levées, donc il y a un Sonia entre 2 Robert, mais Sonia elle n'est pas dans le domaine public, et donc on a mis une colonne, enfin mis en scène une colonne devant le tableau, on n'avait pas voir. Et ensuite, la scène qui suit, ce sont que des tableaux dans le domaine public, sauf un, qui est un Matisse, et on a eu des ayants droit, si on ne s'attendait pas sur le tableau. Par contre, au fond, il y a je crois que c'est un Gilles Frédolam,
vous n'avez pas les droits, et de la même façon, il y a un figurant devant, masqué. Le deuxième musée, en fait, il y avait deux petits portraits courbés, en fait, qui aimaient beaucoup Emmanuel. Et donc on a commencé, on savait qu'on voulait définir. Et après, il y avait la scène qui était assez longue, donc on a mis un radiographie de la durée du dialogue, et il s'avérait qu'on finissait sur ce tableau de deux femmes enlacées. Donc, là aussi, c'est un peu un hasard. Donc après, il y avait un comme de cadre, comme on préférait pas trop couper le tableau, sinon on a vraiment peu de paires de fesses qui dépassaient, c'était pas très évident. Voilà, mais du coup, après, tout le monde dit, ah ben ça peut faire sens, oui, mais c'est complètement foutu. Et de la même façon, le tableau d'après, c'est un gros plan, mais c'était aussi parce qu'il y avait des très grands tableaux qu'on pouvait faire ce genre de choses. C'était plus simple pour nous. Et le rapport qu'il y a eu avec l'architecture et les lieux en particulier? Alors l'architecture, on ne voit pas, enfin, dans la scène, en tout cas du Petit Palais, il y avait, entre les deux moments que vous avez choisi, il y a une scène avec un immense escalier qui nous permettait de faire passer une longue scène informative où en fait, c'était pas très intéressant ce qui se racontait, mais il fallait tourner l'information. Et cet immense escalier avait l'avantage de faire passer tout le dialogue dans un seul plan. Donc, et à la fin, on est à l'extérieur, il y a une courbe dans la petite courbe du Petit Palais qui est complètement abstraite en fait et qui nous permet de faire un fond qui laisse quelque chose à regarder tout en traitant en entendant. En fait, c'est surtout ça le problème du film Emmanuel Mouret, c'est de ne pas lasser le spectateur avec la masse de dialogue qu'il y a chaque minute. Au sein des scènes dans les musées, est-ce qu'il y a eu des enjeux différents par rapport à d'autres lieux de tournage? Les enjeux différents, pas vraiment, je pense pas. Alors les contraintes, oui, parce qu'à chaque fois, il faut faire attention. Enfin, à partir du moment où on décide d'éclairer, il faut faire attention à la quantité de lumière, à la façon dont on éclaire, à la chaleur que les projecteurs peuvent éventuellement dégager, voire même parfois, dans certains musées, on a des problèmes de poids, de vibrations. Donc c'est des choses à prendre en compte, mais si on entend à l'avance, mais effectivement, c'est aussi pour ça qu'on a choisi ces deux musées-là, c'est des musées derrière, et donc du coup, on n'a pas le poids et la contrainte de la façon dont on va éclairer, en fait. Excusez-moi, s'il y avait des musées dans lesquels vous auriez souhaité tourner et que vous avez abandonné parce que c'était trop difficile en lumière? Alors, le troisième musée où on devait tourner, c'était le musée Zaltine. Et le musée Zaltine est très beau, mais il est entièrement blanc. Et donc, maîtriser la lumière sur des personnages, sur des fonds blancs, c'est toujours extrêmement compliqué. Ça nécessite un peu de moyens. Et on n'avait pas le temps en fait, de se lancer dans une telle aventure par rapport au temps de tournage qu'on avait. Pour moi, est-ce que votre rôle en tant que responsable de la photographie a été affecté par le fait que ça se passait dans un musée justement et pas dans un musée et pas dans un lieu? Oui, du coup, la contrainte, ou même la solution de facilité, c'était de ne pas gêner. C'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, et effectivement, c'est une contrainte forte.
la preuve en est. Il a fait mauvais, on s'est retrouvé à faire un gros plan pour un tableau. Après, ça marche très bien par rapport à la séquence. Les couleurs vont bien ensemble. Enfin, c'est plutôt un beau plan, mais c'est complètement fortuit. Et la contrainte, donc, c'est une contrainte forte. Et donc, en dehors de l'aspect financier pour le choix des œuvres, est-ce qu'il y a un choix aussi qui est esthétique? Parce qu'on voit quand le musée d'art moderne et le petit palais sont des musées qui sont très différents l'un de l'autre. Et finalement, en termes de période historique dans l'histoire de l'art, c'est des œuvres relativement proches entre les périodes qui sont après. Donc, est-ce qu'il y a eu un choix en dehors de l'aspect financier qui est Alors, le choix en dehors de l'aspect financier, il s'appelle Emmanuel Mouret et c'est son goût propre en fait. Il affectionne particulièrement cette période. Donc pour lui, c'était assez simple en fait de choisir au milieu de toutes les œuvres. Mais en même temps, c'est un travail en collaboration. On a visité le musée ensemble, et puis entre les endroits qui lui plaisaient, entre les tableaux qu'on avait le droit de filmer, entre la lumière qui était assez simple, et ben, le compromis a été ce qu'on a vu. On s'est adaptés tous, on s'est tous adaptés à la fois lui, à la fois moi, à la fois le musée. Voilà. J'ai une dernière question. On remarque que les deux scènes qu'on a vues ici, ce sont des scènes du premier rendez-vous, à la fois le premier rendez-vous entre les deux premiers personnages, puis le premier rendez-vous avec la troisième personne. Est-ce qu'il y a un intérêt particulier? Est-ce que c'est un choix aussi que les deux premiers rendez-vous se passent dans les musées? Parce que c'est fortuit aussi. Alors, ça, je ne sais pas vraiment si c'est fortuit, mais en tout cas, comme j'ai dit, Emmanuel adore aller dans le musée. Et la question du pourquoi il adore aller dans le musée, c'est appréhender le monde en fait. Et chaque tableau peut être comme une fenêtre sur un ailleurs. Et voir un tableau en compagnie de quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est une manière de faire connaissance. Et on peut échanger par rapport à ce qu'on voit. Et dans l'extrait que vous avez dit, vous avez montré, le premier musée d'art moderne, c'est exactement ça. Elle s'énerve contre une exposition, les tableaux qu'elle a vus, mais c'est aussi une manière de faire connaissance. C'est que du coup, cet énervement va faire croire que la passion n'intéresse pas. Or, à la fin du film, on va s'apercevoir que peut-être qu'il y avait quand même de la passion en jeu. Donc bonjour, nous allons entamer la troisième intervention de cette première partie consacrée aux représentations des musées dans le cinéma de fiction. Et pour cela, nous avons la joie d'accueillir M. Jean-Michel Bive, auteur dramatique, metteur en scène, cinéaste, qui, comme Victor le disait, a dirigé pendant 20 ans le théâtre de Rond-Point. Vous confirmez? Je confirme. Très bien. Donc voilà, donc si vous êtes d'accord, je vais commencer par présenter rapidement le film Muséo Musée Bas, au cas où certains ne l'auraient pas vu, bien que j'espère que tout le monde dans la salle ici connaisse ce film. Et puis ensuite, on regardera un petit extrait avant de passer à une série de questions avec Monsieur Ribe. Donc voilà. Muséo Musée Bas, c'est un film adapté de la pièce de théâtre éponyme.
montée par Jean-Michel Ribes et écrite par lui-même, qui met en scène de manière quelque peu satirique une foule de personnages et groupes de personnages dans un musée imaginaire. Chacun tient bien son rôle et il y a une série de scénettes qui se succèdent, toutes plus surprenantes les unes que les autres. On peut voir un conservateur effrayé par les plantes vertes, des visiteurs perdus dans le musée qui cherchent désespérément le parking, des touristes américaines qui rendent complètement fou un guide en ne réussissant pas à prononcer le nom de Gauguin, ou encore une experte qui dit adorer toute la période de Léonard de Vinci à Andy Warhol. Vous voyez un peu le tableau. On a aussi un artiste contemporain qui se permet quand même de tuer sa mère dans l'enceinte du musée en toute impunité pour ensuite l'exposer, parce que c'est vrai que ça fait une très belle œuvre d'art. Donc voilà. J'ajouterais quand même pour connaître, là aussi, je me permettrai de commenter ce que vous dites, mais puisqu'il y a des exemples, il y a une très belle exposition de photos de sexe masculin, et je tenais à le signaler. Voilà, très important. Donc moi, ce que je voulais préciser, c'est que Pardon. Sexe masculin, vous avez entendu. C'est quand même un des rares films qui se passe entièrement dans un musée et peut-être la seule comédie pour laquelle c'est le cas. Donc on aurait pu vous montrer un grand nombre d'extraits. On en a choisi un. Paradoxalement, c'est le seul qui ne se déroule pas dans le musée dans lequel se déroule tout le reste du film, intitulé Muséo Musée-Bas. Il se déroule dans un autre musée intitulé André Malraux et on y trouve une visiteuse qui s'est perdue, qui est arrivée là par hasard. Je vous laisse voir ce qu'elle y trouve. Attends, tu m'as dit midi au musée André Malraux pour faire les Giacometti. J'y suis, et il n'y a que des mains. Non, j'ai pas le message. Attends une seconde, je monte. Excusez-moi, au premier étage, il y a une exposition. De Giacometti. Non, des mammouths. Il y a un étage aussi. Oui, mais il fait. Excusez-moi, pourquoi est-ce que c'est des mammouths? Pour changer. Pour changer. Quoi? C'est ce qu'on vient de répondre, Anatole. Pour changer. Bon, ok, tu ne viens pas. Reste dans ton musée. Sûrement pas. On s'appelle plus tard. Quand on dit changer, c'est changer. Faire la culbute. Non, aussi. Chambouler. Le monde à l'envers. Ça vous aider. Vous voyez? Je vois, oui. Ça m'étonnerait. Quand on n'y a pas travaillé, on ne peut pas se rendre compte. Du musée? Personne ne voit. Personne ne peut. L'esthétique. 8 heures par jour dans l'esthétique. Du beau devant, du beau derrière. Vous donniez vos yeux, vos pieds, vos épaules, votre ventre. Du beau, souvent du charme en plus. Grâce, symétrie et sensibilité. On paye toujours matin dans la sensibilité. D'accord, mais on est d'accord. La sensibilité, c'est 80% de notre environnement pour faire des pardon. 90. Et ça attendrit, à force. Ça nous perce à la cuirasse. Et ça finit par rougir. À ce point. Vous réalisez ce que c'est que d'être du matin au soir dans Goya, Rodin, Werner, ou même devant un petit vase précolombien grand comme ça. Ça ronge pareil. Et c'est beau. Ça. Quand on visite, on s'imagine pas un instant. C'est... On pense même que vous êtes des privilégiés par rapport à, je sais pas moi, au postier. Les postiers, c'est de la rigolade. Elles sont en teint pendant ce retard. Un de la croix d'un centimètre sur deux, c'est désagréable, mais ça vous esquinte pas. Tandis que nous, quand on sort d'ici le soir, on a du mal à acheter un paquet de cigarettes ou à boire une bière, comme les postiers. C'est plus très bien, moi. Enfin, qui sont ces gens de la merde des imperméables? Trop longtemps qu'à Caravage. C'est Caravage qui m'habille. Caravage vous habille? Frappe, Caravage. Il me retourne profond. Je ne savais pas tout ça. Je vous jure, je ne savais pas. Madame, asseyez-vous simplement 30 minutes devant une tapisserie des Flandres. Une grande, hein, 6 mètres sur 4, hein, à petits points. Périclès à la bataille de Thermopyle, par exemple. La visite que la reine de Saba au salon, c'est là, elle décoiffe. 30 minutes, pas plus. Puis ensuite essayer d'aller acheter du pain ou une crème contre les
Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Donc Jean-Michel, une première question. Vous donnez ici la parole à des gardiens de musée. C'est des gens qu'on n'entend pas souvent, que ce soit dans la réalité ou au cinéma. Dans une autre scène, vous mettez en avant un régisseur épuisé qui va mourir puis ressusciter comme le Christ. Est-ce que vous souhaitiez montrer les coulisses du musée à vos spectateurs? Disons, ce film, c'est un film qui ça m'a amusé de raconter le monde entier qui est dans le musée. C'est-à-dire qu'en général, on voit en ce moment les seules victimes du travail sont portées par la CGT, c'est les ouvriers, etc. Mais il y a aussi des victimes dans le musée, des victimes de l'art. Ça, c'était la manière de dire que être à côté de Léonard de Vinci toute la journée, ça peut vous foutre en l'air. Et voilà, il y avait ça. Mais le film en lui-même, ça voulait simplement, enfin, je ne veux pas donner de grande perspective, mais c'était surtout de casser le sérieux qui me semble être un étouffoir dans le regard des musées. C'est-à-dire, je pense que tous les gens qui sont exposés dans les musées sont des gens qui ont justement cassé les règles, qui ont cassé la doxa, et les remettre dans un lieu académique en montrant uniquement ce qui se passe et en raisonnement, c'est fort intéressant. On a vu des gens très cultivés, intelligents de rapporter ce qui étaient des choses qui étaient musées, etc. Moi, je ne voulais pas faire ça. Moi, je ne voulais pas académiser le regard sur les musées et justement le bousculer et avec, disons, une volonté de casser la morale définitive, le sérieux. Voilà. Je pense que ni Picasso ni Manet n'ont voulu rester dans une réalité figée. C'est pour ça que j'ai fait une comédie parfois un peu insolente, souvent même. C'est ça que je voulais montrer. C'est-à-dire que je voulais montrer, qui m'amusait de montrer, c'était ce qui se passait dans un musée qui finalement était en soi aussi une œuvre d'art. C'est-à-dire que je crois que tout ce que disent des gens dans un musée, c'est déjà une œuvre d'art. C'est déjà quelque chose d'insensé, on en parle en commentaire, c'est une créativité qui naît de cet endroit. Donc c'était pas du tout une espèce de volonté de reportage sûr. Et puis aussi, ce que je me suis attaché à montrer, c'est que, au contraire de ce que peut-être aujourd'hui tout le monde dit, c'est pas tellement la nature qui a inspiré l'art, mais c'est l'art qui a inspiré la nature. Je veux dire que, est-ce que avant que Corot les ait peints, est-ce que les arts ont été? Je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'art, la créativité, l'invention, le regard sur la nature, qui en a fait une œuvre d'art, ce sont les créateurs. Voilà. Je ne suis pas sûr que quand du Guérin a traversé des forêts, il trouvait ça bon. On a commencé à trouver ça beau à un moment où des gens ont eu un regard créatif. Voilà. Donc c'était à la fois d'approcher, c'est pour ça que quand vous dites le conservateur a peur d'une plante verte, oui, il a peur d'une plante verte parce que la nature envahissait le musée et finalement tuait les œuvres d'art. Voilà. Justement, je respire mieux dans un musée que dans une forêt de plage. Justement, ce que vous dites, ça me fait penser, il y a un concept qui a été développé par pas mal de gens sérieux, comme vous dites, de muséologues, qui est le concept de muséalisation, c'est-à-dire le processus par lequel un objet qui entre dans un musée va changer de statut, va être progressivement coupé de son contexte, donc son contexte de création, son contexte d'usage, même son statut de déchet, puisque tout d'un coup il devient en quelque sorte éternel dans le musée, et donc en fait il est un peu en quelque sorte coupé de la vie dans le musée. Justement, que fait votre musée aux œuvres et aux gens qui y rentrent? Est-ce qu'il les isole de la vie, ou au contraire il renforce cet aspect hyper vivant des passions humaines, etc. Non, je crois surtout que
ce que disait Duchamp est ultra vrai, c'est-à-dire que l'œuvre est faite par celui qui la regarde. C'est-à-dire que si la personne qui regarde une œuvre, ça en fait une œuvre, ça montre. L'œuvre de Duchamp la plus connue étant. C'est comment J'ai oublié le nom aussi, la Fontaine. Oui, la Fontaine. Ça m'amusait quand même de voir cette Fontaine qui était refus absolument de rentrer dans le salon, etc., exposée dans un musée. Donc, alors, je pense en effet que l'œuvre peut sortir d'une certaine réalité dans laquelle elle était pour devenir une œuvre d'art, mais d'une certaine manière, je ne pense pas que c'est la coupe de la vie, parce que l'œuvre d'art elle-même, c'est une partie de la vie que projette celui qui la regarde sur ses œuvres. Donc, c'est une manière de redonner de la vie aussi, d'apporter une créativité, un support de créativité, d'être cet objet, même pas. L'œuvre d'Henri Malraux en est une preuve totale, sans arrêt. Est-ce que le corps d'Elvis est intéressant? Non, si c'est Andy Warhol qui le regarde, il me vient, vous voyez à travers. D'accord. Et autre question, dans le film, il y a une scène où on voit un groupe de visiteurs mené, il me semble que c'est par Gérard Jugnot, qui se repère dans le musée à travers une carte. On voit que c'est une carte qui a été construite, c'est pas une carte qui existe dans le musée. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez pensé ce musée imaginaire? Il me semble que c'est à travers différents musées puisque c'est tourné dans différents lieux. Et pourquoi avoir fait ces choix? Je crois que c'est un musée imaginaire, hein, c'est un musée type. Alors c'est vrai que nous, on a eu la chance de la tournée aussi, comme dans le film de Moreau, on a tourné dans le Petit Palais au fond, on a tourné au Louvre, on a tourné dans le Guimet, on a tourné après, moi dans la film avant, j'en ai la chaque fois, on a tourné dans une version extraordinaire qui est le musée de Chantilly. Mais tout ça, on voulait en faire une sorte de musée type, quand on rentrait dans ce musée, il n'était pas imaginaire, au contraire, il était un reflet permanent de ce qu'on croit être un musée. C'est quand même un musée type. Et c'est parce que c'était un musée type, et finalement parce qu'il n'était pas imaginaire, qu'on pouvait imaginer des choses dessus. Si c'était déjà imaginaire, c'était déjà fait, on ne pouvait rien faire. Alors que dans une réalité comme ça, absolument forte, on pouvait décaler les choses. Je parlais un peu de la provocation de cette grande exposition d'un photographe qui en effet avait fait toute une exposition sur le sexe de l'homme, et on voyait les commentaires qui étaient presque aussi incroyablement inventés que les photos. Ce n'était pas du tout pour choquer, c'était pour montrer à quel point, à partir du moment où on était dans un musée, tout devenait possiblement une manière d'exister autrement, une manière de parler autrement, une manière de faire. Très bien. Et du coup, justement, pourquoi vous avez choisi de tourner dans plusieurs musées si c'est un musée qui existe déjà? La réalité financière que M. Détat, c'est que tout d'un coup, malheureusement, on n'a pas pu avoir le conservateur. Nous, on nous a dit vous arrêtez tout pendant un mois, on prend tout et on tourne dedans. Ça, il n'a pas voulu. On a recomposé, on a recomposé un musée à travers plusieurs autres musées, mais je pense qu'il était assez. Vous voyez que c'était un seul musée quand même. Très bien, merci. Et donc dans l'extrait que nous avons vu, on est dans le musée André Malraux, on le voit sur la cascade des Gardiens. Pourquoi avoir choisi d'intituler ce musée André Malraux? Est-ce que ça a un rapport avec le musée universel rêvé par l'ancien ministre de la Culture ou C'est ce que vous voulez. Quand vous dites le basé par celui qui la regarde, on vous pose quelque chose, l'interprétation est libre. Mais en effet, André Malraux, ayant été ministre de la Culture emblématique, le premier Gérard de Gaulle, c'est pas mal qu'on consacre un musée qui, je crois, n'a pas été consacré, donc on a mis André Malraux. Mais peut-être qu'il y a des gens qui disent ah, mais vous avez fait ça pour nous parler de la guerre d'Espagne. Oui, si vous voulez. Vraiment, si vous voulez. Le cinéma permet quand même de réaliser certains musées et d'en inventer de nouveaux. Pardon ?
le cinéma permet de réaliser peut-être certains rêves et d'inventer de nouveaux musées. Donc. Non, je pense que c'est pas. Non, je pense que le musée dans ce film est différent dans la pièce. D'ailleurs, c'est assez intéressant, mais ce musée est vraiment un musée pas inventé. C'est un musée tel qu'on nous l'offre 80% du temps. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que le scénario que j'ai écrit devait être un film, mais pas plus bon. C'était un peu ennuyé, donc j'en ai fait une pièce de théâtre. Moi, je ne suis pas. Je fais pas partie de ceux qui disent qu'il y a le théâtre, il y a le cinéma, il y a le cinéma, il y a le théâtre. Je crois qu'il y a des choses qui sont fortes et parfois filmer un regard de femme ou d'homme, après c'est aussi un paysage comme l'arrêt de l'art, ça peut être. Les émotions ne sont pas forcément. Et le film de Mouret que j'ai adoré, on dit pas trop de dialogue dans le maxi, c'est un film qui parle sans arrêt, c'est un film merveilleux et Woody Allen, quand vous voyez son cinéma, le premier plan au dernier, ça ne fait que parler. Donc, ce rapport à la parole réservé soi-disant au théâtre est faux. Il y a des œuvres ou pas. Donc, je vais revenir à ça, donc j'ai transposé au théâtre mon scénario. Mais par contre, là, vous avez raison, c'est que tout à coup, on ne pouvait pas faire. Donc, on a fait quelque chose de tout à fait abstrait, blanc, etc., dans lequel les gens, en effet, projetaient le regard des spectateurs et finalement, ce qu'on voyait sur les murs, qui étaient plutôt blancs, c'était les œuvres dont parlaient les spectateurs. C'est-à-dire que l'apparition du musée était dans le langage. Je crois que c'est assez important de considérer souvent les mots et une certaine écriture comme capable de rendre visible ce qu'ils disent. Et c'est un peu ça qui fait au théâtre. Et d'ailleurs, il y avait une scène justement de libération des vierges peintes partout qui sortaient des tableaux parce qu'elles pouvaient aller à la cafétéria. Et il y avait vraiment, tout d'un coup, toutes ces vierges du 15e, qui se réunissaient pour aller à la cafétéria, sortant du tableau. Eh bien, cette scène-là, par exemple, est beaucoup plus forte au théâtre qu'au cinéma. Parce que au cinéma, ça se passait, j'avais tourné ça à l'école des Beaux-Arts, un décor de musée. Mais là, bon, les vierges vivantes étaient quand même dans l'école, il n'y avait pas de décalage. Donc, parfois, le théâtre est plus merveilleusement fantastique que le cinéma. Merci. Et du coup, justement, par rapport à le fait que cette pièce ait d'abord été au théâtre, mise en scène au théâtre, puis en film, est-ce que vous pensez que ça a permis justement, pour revenir à notre sujet et à la suite du déroulement de cette journée d'études, de démocratiser votre propos, etc., avec un casting de choc du cinéma français Démocratiser, j'en sais rien. La science, les géologues, les universitaires qui sont exprimés avec brio avant moi, mais disons qu'après tout, c'était une manière de dire, voilà, mon regard sur le musée, mon regard sur l'artisanat. Moi, j'ai eu le privilège, je vais l'avouer, d'être né dans ce milieu. C'est-à-dire que mon père, Emma et ma mère, s'appelait Jean Cortot, il y avait Alecharsky qui est né, j'ai connu Miro, j'ai connu plein d'autres, donc j'étais totalement baigné là-dedans. Donc c'est vrai que d'un coup, ça aurait pu faire le contraire, ça me donner une âge définitive sur l'art, mais non, j'ai été baigné là-dedans. Donc d'une certaine façon, c'est le prolongement d'une jeunesse baignée ou encombrée par tout ce qui était une manière de décaler de la réalité. On reste très écouté pour la réalité, donc tout ce qui semble être capté, ça me plaisait. Donc c'est une façon de continuer ce regard. Et c'est vrai que le film est un film qui, en effet, qui est satirique, mais qui est surtout une manière de dire autrement le musée que, on a vu là en l'expliquant merveilleusement, et de raconter, de proposer une vision particulière. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, peut-être on peut dire aussi
pardon, au film du Mouret, c'est que de faire les scènes dans un musée, ça donne une espèce d'atmosphère, ça nous permet de nous mettre dans un univers qui tout d'un coup renforce une certaine émotion, en tout cas donne une attention à la parole ou à la scène différente. Moi je trouve que même quand on regarde les squelettes que Madame propose, etc., tout d'un coup on est quand même ailleurs. Et cet ailleurs permet d'être toujours dans un rapport à la fiction qui fait qu'on part plus vite dans un rêve, dans une capacité à imaginer que si on tourne sur un terrain de football. Merci beaucoup, c'est super intéressant. Donc on va pouvoir terminer cette interview, si ça vous convient. Et je vous propose à Laurent et Eline de monter sur scène pour discuter tous ensemble de représentation de musées dans le cinéma de fiction. Je sais pas, peut-être du coup je vous ferai passer le micro. Je crois qu'on entend assez bien quand même. Ok. Donc ma première question, elle va peut-être pas plaire à M. Rib, mais c'est dans quelle mesure est-ce que le cinéma permet justement d'inventer de nouvelles formes de musées, que ce soit autant d'un point de vue des visiteurs, de nouveaux comportements que de nouveaux rapports aux œuvres. Quelqu'un veut répondre? C'est-à-dire que je crois qu'il faut savoir que ça dépend, enfin le film de Mouret, ou peut-être là exactement, voilà. On est dans une création, mais on est dans une création, c'est pas un regard, rien n'est objectif, tout est une subjectivité, donc qu'est-ce que ça permet peut-être ça permet aux gens de s'apercevoir qu'on peut aller dans un musée sans la crainte d'être écrasé par une culture qu'on voit venir avec le temps. C'est quand même que des gens, c'est que des gens révoltés qui sont dans l'exposition. C'est que des gens qui ont essayé d'aller ailleurs, qui ont essayé de casser les règles, de briser les dogmes. Donc je crois que, enfin, d'être un tout petit peu iconoclaste, c'est très important pour rappeler qu'on salue dans les musées des gens qui étaient éminemment iconoclastes, même ceux d'ailleurs qui répondaient à des commandes. Comme par exemple, on va oublier que la chapelle Sixtine, qui a été une commande, a été censurée parce que toutes ces peintures des apôtres qui étaient nudés, etc., on leur a mis des toiles. Donc à chaque fois, dans l'art, il y a quelque chose qui bouge, qui se décale, qui propose un ailleurs, qui propose autre chose que ce qu'on voit, ou ce qu'on doit obligatoirement apprendre. C'est quelque chose qui nous emmène ailleurs. Donc, d'une certaine façon, je pense que chaque film, quel qu'il soit une fiction, pas une fiction, un regard un peu approfondi sur des objets, de toute façon, c'est une manière artistique, une œuvre d'art, enfin, qui appartient à une création pour appeler à regarder les musées avec une liberté d'interprétation et surtout sa propre création. Je crois qu'il faut être soi. Il ne faut pas être. Je crois pas que l'art s'apprend. Pardon, j'ai vu des choses qu'on me dit ici, mais je ne pense pas que l'art s'apprend. Je pense que l'art se ressent. Je pense que l'art se. On est émerveillé, mais voilà. Encore une fois, ce que j'aime beaucoup cette phrase de Duchamp qui dit l'œuvre est faite par celui qui la regarde, mais pas forcément par celui qui l'enseigne. Laurent ou Eline, vous voulez répondre à la question que je vais poser? Je n'ai pas de je veux peut-être revenir un peu sur l'expression que vous utilisiez de musée imaginaire, parce que c'est celle de Malraux, on connaît ce livre, donc le musée imaginaire qui traite de l'usage de la photographie, de la manière dont on peut juxtaposer des objets qui en réalité n'ont aucune promiscuité, qui
peuvent se trouver dans des endroits très différents, dans des musées différents, et comment par la photographie, au moment de son utilisation dans la muséologie, ça permet de rapprocher des objets ensemble et de créer effectivement, avec cette fonction un peu imaginaire qu'a la photographie, des rapprochements. Et si on part un peu de cette définition, disons, sommaire de ce que c'est que le musée imaginaire pour Malraux, je crois que le cinéma a aussi cette capacité-là d'utiliser par son médium même, c'est-à-dire, alors dans le film que j'ai présenté, il y avait beaucoup de, je crois, qui parle de film, que je n'ai pas réalisé, c'est vraiment une œuvre toute singulière qui appartient à ces auteurs. Un arsenal en fait de procédés cinématographiques qui permettent de créer un projet muséal du film et donc en soi imaginer un musée qui va au-delà du musée en lui-même et qui en propose une lecture et qui est sans doute liée, je l'ai dit d'ailleurs, à leur propre imaginaire sur ce lieu et comment le rendre partageable en tant que forme filmique et aux spectateurs par le cinéma. C'est, je crois, un des enjeux du film. Puis, oui, il y a aussi une chose peut-être qu'on n'a pas évoquée, mais c'est la notion de désir. Je crois que c'est quand même la motivation première, c'est le désir. Le désir de rencontre, le désir de l'effet de se promener soit les imaginaires vraiment, mais on peut aussi avoir une notion de désir. Et je crois que s'il n'y a pas ça, il y a quelque chose qui manque. Je crois qu'il faut rentrer dans un musée avec le désir de rencontrer et de connaître. Vous savez, il y a cette maladie qui est apparue au XIXe siècle, avec des gens qui tombaient totalement amoureux d'un portrait, d'une femme ou d'un homme, et qui s'évanouissaient tellement ils étaient amoureux, des malaises, etc. Et c'est finalement ce désir va jusqu'à une rencontre amoureuse. Moi j'aime assez ça, que tout d'un coup, je sais pas, un tableau de Picasso, une œuvre de Caravage, tout d'un coup, vous bouleverse. Tout d'un coup, vous apprend quelque chose, vous fait découvrir quelque chose de vous-même. Et ça, c'est quand même à partir du désir d'aller à la rencontre. Parfois on ne rencontre pas, parfois on s'ennuie, parfois c'est rien, et parfois tout d'un coup il y a quelque chose qui vous bouleverse, qui vous amène dans une relation de vous-même que vous ignoriez. Ça aussi, je pense que c'est une des choses nécessaires pour s'approcher de la musique. Merci. Juste pour illustrer ça, il y a Vertigo de Alfred Hitchcock, où il y a vraiment, je parle par exemple devant un tableau d'une femme de dos et il trouve son incarnation et tout le jeu sur le désir est exactement enfin, disons que ce qu'il faut, c'est enlever, je crois, cette image qui disparaît peu à peu, et je crois que Beaubourg ou le MoMA à New York, il y a beaucoup participé, mais d'enlever ce côté un peu obligatoire, cette espèce d'endroit un peu sinon poussiéreux, mais qui rassemble un patrimoine obligatoire qu'il faut connaître, etc. Il faut y aller comme si on allait découvrir un nouveau paysage, une nouvelle personne qui ont existé ou qui vont exister. Je crois que c'est ça. Je crois que l'aspect du désir, d'ailleurs, même dans le film de réalisateur, le désir de la mondialité est ahurissant. Il y a un désir de rentrer dans quelque chose à la fois invisible et en même temps très important, qui est cette toxification de notre existence, qui prononce sur des réflexions formidables. Et là aussi, il y a quelque chose de fort, pas simplement de montrer ou d'expliquer ou d'illustrer ou de prouver. Il y a quelque chose qui est né de d'accord. Si un professeur illustre d'accord avec moi, il sera sauvé. Et du coup, justement, pourquoi choisir le musée comme lieu? Je pense que les 3 films que vous avez présentés, le musée est un lieu de rencontre, à la fois avec les autres et avec soi-même aussi, parce que, oui, dans les 3 films, comme disait M. Rive, dans le film des Frères Kay, on a quand même, je pense que parle profondément à notre inconscient, il dérange, voilà, il y a quelque chose de cet ordre.
Et pourquoi justement choisir le musée comme lieu, comme miroir des passions humaines? Pourquoi ce lieu spécifiquement? Déjà, ça montre des gens qui ont réussi à dépasser leurs propres difficultés d'être en créant quelque chose. Et là, c'est au niveau de la passion, etc. Alors, peut-être l'exemple le plus magnifique de tout ça, c'est Van Gogh, qui a réussi à tenir sur terre et à exister tout d'un coup en créant. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est... Moi, je crois que c'est quelque chose qui est très enthousiasmant, positif, qui fait qu'on peut... l'art n'est pas thérapeutique, mais l'art est quand même une expression de vie qui permet de dépasser toutes les passions tristes, toutes les névroses mortifères. Il y a quand même, tout d'un coup, il y a quand même une possibilité de respirer. Et je crois en effet que peut-être ça maintenant, on le voit avec surtout toutes les installations d'art moderne, etc., il y a une ouverture vers la possibilité, la liberté d'être, la liberté d'inventer, la liberté d'aller ailleurs. Alors, des exonérations sans doute, mais je pense que ça, c'est très revigorant quand on va voir. Merci beaucoup. Mais il n'y a pas que des musées d'art. Je sais que c'est les musées qui sont les plus communément montrés, mais il y a aussi des musées scientifiques, justement. Et justement, pourquoi choisir ces lieux? Peut-être dire un petit mot là-dessus, parce que quand on voit le film en entier, le film se termine, donc il dure une trentaine de minutes, il se termine plus ou moins sur ce moment-là qui est un moment de mariage, c'est-à-dire qu'ils ont retrouvé des images d'archives, soit du musée, soit des personnes qui se sont véritablement mariées dans ce Mutter Museum de Philadelphie, et qui explique un peu ce rapport très particulier qu'ils avaient avec ce lieu. Qui vraiment relève de l'émotion, de l'attachement, sans qu'ils expliquent véritablement pourquoi. Mais on voit ces images, je dirais presque rituelles, dans un musée où la dimension profane, c'est-à-dire on voit des vierges à l'enfant, on voit des objets parfois religieux qui sont dénués de ce rituel presque religieux ou magique, tout dépend des objets, par cette muséalité et par le lieu qui fait qu'on devient des objets profanes. Et c'est vrai que ça fait penser aussi à ces musées qu'on peut voir sur d'autres continents. Moi j'ai été frappée d'aller dans des musées par exemple en Asie du Sud-Est où les Bouddhas étaient des lieux des espaces de prière, ce qu'on ne verrait jamais évidemment dans des musées en France et en Europe ou aux États-Unis. Donc il y a cette barrière-là, je dirais, qui est assez intéressante et voilà, qui met un peu en scène dans le film, entre un musée vivant, un musée qui est rattaché à des pratiques soit religieuses, soit rituelles, soit magiques, peu importe, et un musée qui serait, vous disiez tout à l'heure, resté dans une dimension un peu poussiéreuse, de conservatisme d'une certaine façon. Donc voilà, je trouvais intéressant que le film se termine là-dessus, sur un mariage, dans un musée. Et peut-être ça, c'est un tout petit peu, je dirais, l'aspect un tout petit peu colonisation des musées. C'est-à-dire que tout d'un coup, on attrape des choses, on les détache de leur vitalité, de leur vie, toutes ces des objets amazoniens, des objets en Asie du Sud-Est, etc., qui sont liés peut-être même à du chamanisme ou à des croyances très fortes et tout d'un coup qui deviennent un objet à regarder, un objet à analyser. Les films c'est des statues de Marie aussi. Oui, exactement. Et moi, dans mon film, il y avait un moment où je racontais que c'était absolument impossible pour un migrant d'avoir son passeport, mais pour toutes les statues africaines, elles l'avaient et elles allaient dans les musées. C'est-à-dire que là, il y avait quand même quelque chose d'assez incroyable. C'est-à-dire la vie de ces gens qui étaient dans un enfer de torture, de misère, etc. On les refusait, mais la moindre de leur œuvre d'art, racontant même leur vie, tout de suite était prise et acceptée dans les musées sans besoin de passeport. Voilà. Et ça, c'est un peu quelque chose de colonisant dans les musées. D'ailleurs, on voit bien qu'on rend les œuvres de plus en plus au pays, même
Londres va peut-être rendre à la Grèce l'acropole, mais absolument. Ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire, ce que vous disiez, c'est redonner quand même du sens émotionnel, vital et fondamentalement spirituel aux œuvres en les remettant dans un contexte qui les a créées. Laurent, peut-être que vous pourriez brièvement... Notre question au départ, c'était sur pourquoi on parle que des musées d'art, mais il y a aussi d'autres musées. Oui, j'avais rebondi sur ça. C'était, je pense qu'en fait, finalement, c'est un peu la même chose. Ce sont juste des fenêtres sur d'autres choses que peut-être le visiteur ne connaît pas, et ça lui permet de s'enrichir. Donc après, quand on va dans un musée avec des tableaux, on peut avoir 55 000, je ne sais pas, formes de peindre un arbre, et ce ne sera jamais pareil, et ce sera à chaque fois une interprétation. Mais après, la version scientifique peut tout aussi faire rêver sur apprendre ce que c'est qu'un arbre, la photosynthèse, etc. Ça permet de s'enrichir en fait. Donc c'est à la fois s'ouvrir sur le monde, mais en même temps aussi un miroir sur soi, c'est où est-ce qu'on se situe et comment on appréhende le monde. Et en plus, je pense que le terme musée, qu'il soit consacré à la science, à la guerre, à la marine, c'est toujours un musée d'art. Quand vous allez au musée de la marine, évidemment, vous tenez la manière dont les pirogues ont traversé, etc., comment. Mais c'est quand même il y a un aspect esthétique beau et créatif de la même manière que dans la guerre. On est épaté par la beauté du mitrailleuse, exagère, mais il y a quelque chose quand même qui est aussi un musée d'art. C'est une phrase de Benjamin, avec des mitraillettes comme des fleurs. Oui, voilà. Oui, non, mais c'est ça. Et je crois que de muséal, enfin, rendre muséal, même les choses les moins artistiques à la base, les rendre artistiques. Merci beaucoup à tous les trois. C'est très riche tout ce que vous nous avez dit, et on voit bien du coup tout ce que le cinéma permet et apporte au musée, apporte aussi à ceux qui regardent les films, qui découvrent d'autres manières d'appréhender le musée. Donc nous allons pouvoir passer à la pause. Ah, aux questions du public, excusez-moi. Et je vais donc vous donner le micro. J'avais une question par rapport au film des frères Piquet. Je me demandais si vous saviez comment le film avait été reçu à la fois par l'équipe des conservateurs mais aussi par le public. Alors pour le public, ça serait plus compliqué parce qu'effectivement, il a été montré dans le cadre d'une exposition au Muséum, dans une galerie dédiée. Mais par contre, pour ce qui est de l'équipe, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont travaillé vraiment en étroite collaboration avec le conservateur. Donc j'ai oublié le nom, mais on peut voir sur Internet notamment des entretiens qu'ils ont menés ensemble et qui montrent vraiment qu'ils ont travaillé de concert pour la préparation de ce film, c'est-à-dire vraiment travailler avec les personnes qui connaissent les collections pour précisément trouver les objets qui semblent les intéresser le plus. Et voilà, donc la réception, elle est forcément enthousiaste, une façon de faire une sorte de panorama comme ça d'une collection qui est d'ailleurs assez confidentielle. Vous connaissiez forcément le Muséum de Philadelphie. Donc c'est une manière de la valoriser, évidemment, et aussi de jouer avec les codes, je dirais, du film documentaire qui vient montrer les collections d'un musée. Et c'est là où on peut se demander quelle était la réaction des personnes qui travaillent avec ces objets, puisqu'ils sont, je ne dirais pas qu'ils sont malmenés, mais en tout cas, ils sont insérés dans une dimension fictionnelle toute particulière. Vous avez vu le côté un peu fantastique, la dimension sonore très présente. Je crois que ça a été aussi quand même une expérience bien vécue par les équipes du musée. Du point de vue des spectateurs, j'aurais plus de mal à voir. Merci. Je
Merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, je suis très contente de voir Jean-Michel Luc parce que je trouve que votre film est absolument jubilatoire. C'est un petit clin d'œil. Le musée Malraux existe bien. Il est au Havre. C'est un grand musée qui, en fait, a été construit après la guerre. Le Havre ayant été une ville complètement rasée et bombardée. Et donc, c'est Jean les Malraux et son conservateur, le premier conservateur Raymond Darnoux, était un conservateur qui voulait justement faire quelque chose de pas trop poussiéreux. Donc c'est un musée ouvert sur la mer avec un double spectacle, le spectacle des tableaux et le spectacle des bateaux et notamment des pétroliers qui rentrent et qui sortent. Et donc ce serait génial si un jour un film de fiction pouvait s'en saisir pour faire du cinéma et puis si possible un cinéma pas trop sage. Voilà, c'est le petit clin d'œil. C'est intéressant parce que souvent dans les musées on regarde ces tableaux, d'un coup il y a une fenêtre, on regarde, c'est aussi un tableau à la fenêtre. Exactement. Et c'est ce que vous dites sur la mer. Et donc même si les expositions sont touchent ou pas, il y a toujours quelque chose qui touche. C'est cette sortie, c'est arrivée des bateaux, parce que c'est un musée qui a été construit par Prouvé sur l'architecture, donc musée de verre, musée de métal. Et donc vraiment, aller au Havre, pour voir ce musée, j'en fais la publicité parce que je suis Nous, on peut vous poser une question. Allez-y, avec plaisir. Donc, moi, la question que je me pose, c'est dans votre étude, l'horizon final, l'objectif, c'est d'être conservateur. C'est intéressant de savoir. Alors l'objectif final, il y en a plusieurs en fait. Alors la conservation, c'est vraiment quelque chose qui appartient à l'Institut national du patrimoine et à l'école du Louvre, desquels on ne fait pas partie. Notre master en fait explore d'abord les liens entre les nouveaux médias au sens très très large, que ce soit le numérique, l'audiovisuel, la musique, etc. Et les nouvelles façons de mettre en exposition l'art avec les musées, mais en fait également tout le domaine scientifique de la muséologie, qui c'est un musée, les gens qui écrivent, je sais qu'il y en a beaucoup, sur le musée, sur ses différents aspects, ses différents professionnels également. Et donc l'objectif à terme, c'est d'être de bons professionnels de musée, peu importe le domaine vers lequel on s'oriente. Il y a des personnes qui vont s'orienter plus vers des missions justement accès numérique, des gens qui vont s'orienter plus vers le public, vers la programmation, vers la production, j'en oublie, vers la communication aussi également. L'idée, c'est d'avoir une vision actuelle et scientifique du musée et de pouvoir être des professionnels, j'espère, éveillés à terme, mais ça, on le verra avec le temps. Je ne sais pas si quelqu'un peut compléter ma présentation. C'est très bon. Merci.